finirait par un bout de stratégie de synthèse, en tout cas des éléments qu'on a pu amener. Quelques éléments de contexte déjà. Les batteries aujourd'hui, on peut distinguer, on va dire, 4 typologies de projets. Des projets, ou en tout cas de l'installation de batteries chez les particuliers qui vont de quelques kilowatts à une dizaine de kilowattheures ou quelques dizaines de kilowattheures. Des batteries qu'on installe chez des consommateurs industriels ou des petits producteurs. On va parler de quelques centaines de kilowattheures et ça ressemble à ce qu'on voit là, des armoires. Des batteries qu'on va installer, qui vont être installées soit en standalone, ça veut dire raccordées tout seul sur le réseau, ou sur un projet PV, mais de l'ordre en haute tension HTA, donc de l'ordre de quelques mégawattheures, à les plus gros projets qui vont de la centaine à quelques centaines de mégawattheures et qui ressemblent à ce qu'on voit à droite dessus, avec donc des conteneurs, batteries, des gros onduleurs et un poste source ici. Le travail qu'on a réalisé, nous, c'est sur ces deux aspects-là. Donc, j'ai peu de billes sur la partie particulier. Après, pour en avoir déjà discuté avec pas mal de collectifs citoyens, c'est des sujets sur lesquels les collectifs montent souvent en compétences parce que ça les intéresse. Et donc, si vous voulez aborder ce sujet à la fin, je pense qu'en discutant tous ensemble, on peut réussir à amener des réponses à ceux qui le souhaitent. Et ensuite, les gros projets comme ça, en termes de moyens financiers, même en termes de projets, d'éthique, c'est pas quelque chose qu'on vise du tout. Donc, on ne l'a pas étudié non plus. Déjà, la première question qu'on se pose, c'est quel est le besoin pour le réseau d'électricité, donc le réseau national. Il faut bien voir la batterie pas comme un outil miracle, mais c'est un outil qui est complémentaire à d'autres dispositifs de stockage, comme les stations de transfert d'énergie par pompage, la pompage hydraulique avec 2 bassins. C'est une autre forme de stockage qui existe ici, ou même il y a un peu de stockage sur certains barrages électriques, ceux qui sont pas forcément au fil de l'eau. Et aussi, en plus du stockage, il y a d'autres éléments de flexibilité, notamment le pilotage de la consommation ou de la production. Donc, le pilotage de la production, en général, c'est, en tout cas pour les ENR, un pilotage de la production à la baisse. On va arrêter ou diminuer la puissance de la centrale. Tout ça, c'est complémentaire. La batterie n'est pas miracle. Ce qu'on peut voir, c'est que la batterie, elle est pertinente aujourd'hui pour stabiliser la fréquence du réseau. Donc, le réseau qui reste à 50 Hz en permanence. Et quand il y a des à-coups de consommation, de production, RTE, ils vont faire appel à différents dispositifs pour venir compenser ces pertes, compenser cette instabilité, réguler la fréquence. Et la deuxième chose, c'est de déplacer de l'énergie, mais de déplacer de l'énergie plutôt à l'échelle d'une journée. On va parler de quelques heures de capacité. Dessus, on n'est pas du tout sur du stockage intersaisonnier. Ce qu'on voit aussi dans les différents scénarios, alors il y a l'ADEME, RTE, négawatt, etc. Mais en tout cas, c'est à peu près toujours la même tendance, c'est que plus on va vouloir de pénétration des énergies renouvelables dans le mix électrique, plus on va avoir besoin de capacité de batterie à installer dessus. Et voilà, ce qu'on voit, c'est en tout cas dans tous ces scénarios très prospectifs, c'est que les outils de flexibilité, pilotage de la conso, de la prod ou les autres dispositifs de stockage, à date, ne permettent pas d'amener assez de flexibilité, donc les batteries sont nécessaires dans ce cadre-là. Et en plus de ça, plus il y a de PV dans le mix ENR, plus il va y avoir de stockage. Pour retenir quelques ordres de grandeur, on parle de l'ordre de 10 à 20 gigawatts de batterie qui seraient nécessaires à origine 2040, 2050 dessus. Donc peut-être se dire un projet comme ça, là, c'est au maximum une centaine de mégawatts. Donc si on fait que des gros projets, mais c'est juste pour simplifier ici, il faut une centaine de projets de 100 mégawatts pour répondre aux besoins du réseau à échelle 2040, etc. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En France, il y a 1,6 gigawatts installés avec une petite part, donc environ 10% de ces projets-là, qui sont en basse tension, donc qui sont chez des particuliers ou des petits pros dedans. Il y a 14 gigawatts en file d'attente. Donc là, ça pose déjà un peu question, c'est de se dire les besoins d'ici 2040, d'ici 2050, on les a vus, ils sont de l'ordre de 10 à 20 gigawatts dessus, et il y a déjà 14 gigawatts
qui ont plus ou moins fait une demande de raccordement à RTE dessus essentiellement, donc en haute tension B ici, avec une puissance moyenne de 70 MW. Donc les projets aujourd'hui qui font le volume en France dessus, c'est principalement des développeurs privés d'ENR qui font des projets de l'ordre de 50 à 100 MW de projets. Sauf que, en fait, ils se sont un peu tous battus pour identifier des terrains à proximité des postes sources. Et tous ces projets-là, loin de là, ne sortiront pas. Et donc, je ne sais pas comment RTE a fait cette analyse, mais en tout cas, ils estiment que seuls 4 gigawatts de ces 14 gigawatts sortiront à la fin. Donc, il reste quand même ce potentiel, ce décalage entre ces 4 gigawatts ici, plus 1,6 installés, VS le 10 à 20, mais projeté en 2040 environ. Et dans l'Europe, par contre, on voit qu'on est loin derrière le Royaume-Uni, on est loin derrière l'Allemagne, même l'Italie, l'Espagne dedans, dans ce qui est à minima annoncé ici. Donc, on voit qu'au Royaume-Uni, ils sont déjà entre les 8 et 20, on va dire, entre ce que nous, on aurait besoin en 2040. Maintenant, et là, je m'arrête là dans mon analyse parce que j'en ai pas les compétences, mais le mix électrique au Royaume-Uni n'est pas du tout celui de la France. Donc, quel est leur besoin long terme de batterie? Je peux pas analyser ça. En tout cas, on n'a pas eu à date en France du très gros volume en perspective en comparaison aux projets européens. Je peux m'arrêter là. S'il y a quelques questions, Martin, je te laisse. Ouais, n'hésitez pas si vous voulez poser des questions dans le chat ou lever la main. Du coup, Daniel, tu peux poser ta question. J'ai l'impression qu'on parle beaucoup de puissance de stockage et non pas de capacité. J'entends gigawatt et non pas gigawattheure. Il y a une confusion ou c'est normal? On parle des deux en général, puissance et capacité. Initialement, les puissances sont, on va dire, confondues avec les capacités, c'est-à-dire que l'essentiel des batteries qui étaient installées, c'était des batteries, donc 1 mégawatt, 1 mégawattheure, une décharge nominale en 1 heure dessus. Et là, le plus courant aujourd'hui, c'est du 2 heures. Donc l'ordre des 14, des 10 gigawattheures là, il faut faire entre x1 et x2 en énergie pour avoir le volume global espéré. Alors, il y a une question dans le chat RPD, RPT. Alors, pour moi, c'est le réseau de transport et le réseau de distribution, si je ne me trompe pas, Martin. C'est ça, RTE et Eneti. Merci. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut poursuivre. Désolé en effet pour toutes les abréviations dessus. C'est pas toujours simple de tout bien vulgariser, mais n'hésitez pas. Quelques éléments sur les bases techniques et économiques, des éléments qui nous paraissent importants à bien maîtriser pour les cas types qu'il y a ensuite. Déjà, on sait comment on raccorde une batterie aujourd'hui. On identifie 3 typologies de raccordement de batterie. La première, c'est une batterie en standalone où la batterie est directement raccordée au réseau d'électricité. Il n'y a pas de moyen de production, il n'y a pas de moyen de consommation sur le même réseau privé dessus. Vous verrez, il y a souvent des auxiliaires là. C'est vrai que sur des projets de taille significative, il y a en général des auxiliaires, notamment pour refroidir le stockage, qui sont pas négligeables. Le deuxième, c'est l'hybride. Donc l'hybride, c'est vraiment le fait que sur un même poste de livraison, on va avoir un mix entre de la production et de la consommation. Et ensuite, il y a un des éléments, alors c'est assez technique, mais ça a quand même une importance assez forte sur les valorisations qu'on peut aller chercher, qui est le fait d'être en hybride indirect, c'est qu'on vient avoir un compteur au niveau de la production là qui sort ici, et il y a toujours le compteur au niveau du poste de livraison. Et d'avoir ça, ça permet de séparer les flux, de bien savoir qu'est-ce que la production a produit, qu'est-ce que le stockage a soutiré, réinjecté dedans, et bien voilà, bien déterminer qui fait quoi. Et il y a certains cas, notamment en appel d'offres creux, où ils nous demandent d'avoir ce compteur-là. Et l'hybride direct, c'est la même chose, mais sans ce compteur P. Voilà.
Petit élément aussi, parfois on parle du schéma S9, c'est ce schéma-là, hybride indirect, avec le compteur P. Ensuite, donc là, on a vu comment on se raccorde au réseau. Là, on va voir comment on peut, quel est le lien entre la partie batterie et la partie production, et notamment solaire ici. Soit la batterie, il y a l'énergie qui sort, qui rentre est en DC dessus, donc en continu. Elle doit passer par un onduleur pour aller sur le réseau. Si on a une production PV ici, on a aussi un onduleur en standalone, chacun a son onduleur. Si on est en haute tension, on rajoute un transformateur et on injecte, on soutire du réseau. Là, en termes de rendement, il y a le fait de passer par l'onduleur dans un sens, dans l'autre, éventuellement un transformateur, éventuellement une distance de câble qui est un peu plus loin. Ici, l'hybride AC-BT, on va être sur un même poste de livraison dessus. Et on a un couplage qui est en AC, donc on a un onduleur pour les batteries et un onduleur pour les panneaux solaires. Et le dernier, un couplage DC, ça veut dire que les batteries et les panneaux solaires sont branchés tous les deux sur le même onduleur. Et l'énergie passe, on va dire, par l'onduleur, mais n'est pas convertie en alternatif pour venir charger la batterie. Et ça, aussi, ça a des conséquences sur quelle typologie de valorisation on va aller chercher dessus. Et ça a aussi une conséquence sur, bien entendu, moins il y a de transformation, moins il y a de conversion, DC, AC, basse tension, haute tension, etc. Plus le rendement est élevé. Des éléments aussi sur les briques techniques de base. Donc on va sur les tailles de projet là qu'on a identifiées. Il y a deux grandes technologies dessus, ou deux segments en tout cas. Un segment commercial industriel où on a ce type d'armoire là qui fait autour d'1,50 m par 1,50 m. Et globalement les briques font 125 kg, 250 kWh ici, donc c'est des briques de 2 heures. Et on peut avoir un ensemble batterie plus onduleur dans une même armoire comme ça. Et pour des projets un peu plus importants en taille, on a des briques qui font plutôt de l'ordre de 2,5 MW, 5 MWh dans un conteneur 20 pieds là. Et on peut avoir l'onduleur dedans ou séparé. En tout cas, souvent, ça vient aussi avec un transformateur qu'on va devoir mettre à côté. Donc, on voit ici sur la schéma. Mais on se rend compte qu'en fait, l'emprise au sol d'un projet comme ça, surtout quand on est habitué au photovoltaïque, est assez faible. Si on met des batteries comme ça sur un projet solaire, et qu'on dimensionne du 1 pour 1, donc un projet solaire de 2,5 MW crête par exemple, va prendre de l'ordre de 2,5 hectares. Et là, on va installer un conteneur qui va faire 6 fois 2, donc tu vas faire une grosse dizaine de mètres carrés. Donc en général, c'est pas trop une logique d'implantation de place disponible, surtout quand c'est prévu au début du projet. Sur l'aspect commercial et industriel, ça peut être un peu plus sensible, notamment pour des distances à respecter. Et là, il y a quelques enjeux, notamment quelles sont les précautions prises par le SDIS. Mais au pire des cas, on peut demander à ce que ce matériel soit en extérieur et soit à 7 mètres de tout matériel équipement, tout matériel existant. Et ça peut être un peu problématique en termes d'implantation. Donc, d'aller discuter avec le SDIS, donc le service départemental d'incendie, est souvent nécessaire pour l'implantation. Ensuite, et là c'est le nerf de la guerre des batteries, c'est à quoi sert la batterie. La batterie, elle a, en général la première chose qui nous vient à l'esprit, qui est ce qu'on appelle l'arbitrage. Donc c'est décaler de l'énergie dessus pour maximiser sa valorisation. Et cette énergie, en général, on la décale d'un moment où elle vaut pas cher, où on a beaucoup d'énergie, à un moment où elle vaut cher dessus. On va détailler, après il y a plusieurs formes d'arbitrage. Deuxième, les services systèmes, qui n'est pas toujours le plus connu, mais qui est au final la rémunération principale à date des batteries, qui est au fait de participer à différentes réserves pour réguler et stabiliser le réseau. Je vais aussi le détailler. Ce qui est important à voir avec ces services systèmes, c'est qu'en général, il faut au moins 1 MW de stockage certifié pour participer à ça. Et 1 MW certifié, c'est en général au moins 2 mégas, 2,5 mégas de batterie.
Donc, aller participer à ces services systèmes qui est la rémunération principale des batteries avec des petits projets en basse tension, c'est pas impossible parce qu'on peut les mettre tous ensemble dedans, mais ça complexifie quand même grandement les choses. Troisième, c'est le mécanisme de capacité. Donc là, c'est un mécanisme où on est rémunéré pour le fait de mettre à disposition de la capacité, la batterie, sur un autre mécanisme, comme les services systèmes ou comme le spot, sur certains jours d'hiver qui sont critiques vis-à-vis du réseau. L'enjeu principal des batteries, c'est ça. C'est le fait que on est, de manière générale, pour les projets qui participent au service système notamment, exposé au marché de l'énergie. Et comme c'est très difficile, et je pense que vous en avez un peu la vision de comment évolue le spot, on a vu les prix exploser il y a 2 ans, puis rechuter fortement, puis des prix spot négatifs en masse en journée, on a dépassé les 500 heures annuellement. Bon, et sauf que la batterie, souvent, elle est exposée, c'est-à-dire que sa rémunération est liée à ces chiffres, à ce marché. Et qu'un projet stockage, en général, on le regarde sur 10 à 15 ans, qui est la durée de vie estimée des batteries. En ordre d'idée, une batterie qu'on va utiliser 1,5 cycle par jour, donc on va charger, décharger 1,5 fois dans la journée. On peut aller récupérer des garanties qui vont être de l'ordre de 10 à 15 ans, avec à la fin encore 70% de capacité des batteries. Et donc ce qu'on voit ici, c'est une forte dégressivité des revenus, avec des revenus en 2026-2027 encore très hauts et notamment liés au service système, et ensuite un écroulement des revenus sur ces marchés-là. Et un peu plus, petit à petit, c'est l'arbitrage qui vient prendre un peu plus de poids dans les revenus des projets. La conclusion de ça, c'est que de manière générale, le cumul des revenus est quasi indispensable pour assurer la viabilité et limiter le risque économique dessus. Et nous, en tout cas, chez Enercop, au début, on regardait vraiment que cette partie arbitrage parce qu'on touche, mais de très loin, la notion de service système. Et cette partie-là, arbitrage, quand on a fait nos exercices, elle n'est pas suffisamment rentable à date et on ne sait pas trop dans quel sens ça va évoluer. Pour rentabiliser un projet sans parler de rémunération excessive, mais juste que le projet soit viable. Je vais m'attarder un peu sur le spot, donc sur l'arbitrage sur le spot. On parle de spread en général, alors excusez-moi pour les mots anglicisme, mais c'est bien un écart entre un prix haut et un prix d'électricité. Je vous passe la formule, mais l'enjeu qu'il y a, c'est il faut, pour avoir une rémunération importante, que ce spread-là, donc cet écart, il soit important, mais il faut aussi que le coût de d'électricité qu'on charge soit bas. Vu qu'on va perdre une quinzaine de pourcents de l'énergie qui passe par la batterie, plus ce coût-là il est élevé, plus moins c'est attractif économiquement. Il faut aussi se poser la question de en fait cette charge-là, est-ce que c'est l'énergie qui vient du photovoltaïque ou de la production localement, et donc est-ce que le TURP et donc l'utilisation du réseau est applicable sur la charge ou pas. Et ça, en fait, c'est, on va dire, une courbe assez classique de prix spot à date, et encore pas critique, hein, on n'est pas négatif là, on n'est pas à zéro en milieu de journée. Et ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a un premier creux et un deuxième creux. Donc nous, en tout cas, ce que les agrégateurs ont l'air d'imaginer le plus sur l'arbitrage, c'est de faire un demi-cycle le matin, là, donc de venir charger l'énergie ici, la décharger là, puis faire un cycle là et une décharge là. Et en termes d'arbitrage, on peut le voir sur le spot, le décalage de l'énergie, ou on peut aussi le voir sur l'autoconsommation. Et là, un client n'est pas du tout exposé au spot dessus, il est exposé à ses tarifs d'électricité assez classiques dessus. Et donc, c'est se poser la question de si l'énergie avait été produite en journée sans être décalée, quelle est l'économie sur ma facture d'électricité?
et par rapport à venir stocker cette énergie et le décaler pour le consommer le soir dessus. Excuse-moi, Et là, Martin, juste, il y a oui, une barre de partage d'écran qui est un peu au milieu de la présentation. Ouais, est-ce que c'est mieux comme ça? ouais, c'est beaucoup Oui. mieux. Merci beaucoup. Excuse-moi. Je pensais que vous ne le voyez pas. Et donc c'est ça, ce qu'on va regarder pour un consommateur, c'est ce spread entre ce tarif heure creuse qui est maintenant de plus en plus en journée, le tarif heure pleine qui est plutôt en soirée dessus. Et il y a un élément quand même qui est important, c'est comment on aurait valorisé l'électricité si il n'y avait pas eu assez de consommation sur le moment. Donc c'est pas juste est-ce que je décale de l'énergie, mais c'est quel est le tarif du surplus. Et je pense que ça vous a pas échappé que notamment sur les petits projets inférieurs à 100 kW, le 11 € du mégawattheure, il est quand même pas très attractif. Mais de manière générale, ce spread ici, là, cet écart, il est quand même plus faible que sur le spot dessus. Donc on a des projets qui sont plus petits et avec a priori là-dessus un spread, donc directement un revenu qui est plus faible. Je vais m'attarder un peu sur les services systèmes sans rentrer trop dans le détail. C'est un ensemble de mécanismes, donc réserve primaire, secondaire et tertiaire. Pour les batteries, à date, c'est surtout primaire, secondaire, ou plus exactement, c'était primaire. Et là, la primaire s'est écroulée et c'est devenu principalement secondaire. Quand je dis s'écrouler, c'est que il y a besoin d'une certaine capacité de batterie. Initialement, c'était du gaz qui remplissait ce besoin de flexibilité. Et une fois qu'il y a assez de capacité, le prix s'écroule parce que il y a plus d'offres que de demandes. Et donc aujourd'hui, les batteries sont plutôt positionnées sur la réserve secondaire. En tout cas, ces mécanismes-là, ils sont vraiment pour faire face à une instabilité ponctuelle du réseau. La réserve primaire est celle qui va réagir le plus vite, de l'ordre de quelques secondes, je crois, dedans, et la réserve secondaire intervient après, plutôt de l'ordre de quelques minutes. On est sur un fonctionnement qui est assez proche du spot, c'est-à-dire que la veille pour le lendemain, il y a un système d'enchères qui est mis en place et chacun dit moi je veux bien être disponible de telle heure à telle heure dessus et pour tel prix. Et ensuite c'est le prix qui fait les réservations. Un élément assez technique aussi ou en tout cas contractuel ici, c'est que en tant que producteur, et quand on est sur des services systèmes, on va venir chercher un agrégateur. Et cet agrégateur, son rôle, ça va être de venir piloter, de répondre aux enchères qu'on vient de voir et de piloter la batterie. Et la question, c'est comment se rémunère cet agrégateur pour le service qu'il rend à la batterie. Il y a trois typologies de contrats différents et ces contrats, ils sont assez critiques pour la rentabilité et la bancabilité des projets. Soit on est sur un projet où le producteur, l'investisseur dans le stockage, a envie de maximiser sa rentabilité et est prêt à prendre beaucoup de risques. Dans ce cas-là, il peut faire appel à un marchand et là, l'agrégateur, ils vont prendre 8-10% de l'ensemble des revenus pour le service effectué dessus et c'est le producteur qui prend l'essentiel des risques ici dessus. Ça, c'est en général le plus rentable, en tout cas quand on regarde les projections de prix. Mais vous imaginez bien qu'une banque, elle a aucune sûreté dans ça. Et en fonction de comment évolue le marché, si le marché évolue à la baisse, il y a aucune garantie de revenu pour l'investisseur. À l'opposé du spectre, il y a du tolling. Donc le tolling, c'est un contrat où l'agrégateur vient louer, on peut dire ça comme ça, la batterie au développeur, à l'investisseur. Et tant que le revenu de la batterie est en dessous de ce seuil-là, le développeur, le développeur a toujours le même montant, les X milliers d'euros par mégawattheure dessus. Et si la batterie fait plus de revenus que ce X milliers d'euros par mégawattheure, c'est l'agrégateur qui prend tout le reste. Et il y a un entre-deux qui s'appelle le floor, qui est au-dessus de ce seuil-là de X milliers d'euros par mégawattheure, il y a une répartition des revenus. Là, à titre illustratif, on a pris 50%, mais souvent c'est un peu plus complexe que ça, entre l'agrégateur et le développeur. J'ai fini sur cette première partie. Je vois pas vos têtes, mais déjà, j'espère que je vous ai pas
trop endormi ou perdu. Et on peut du coup prendre un peu de temps de questions. Alors, du coup, dans l'ordre, il y avait une toute première question par écrit. Est-ce qu'on observe une baisse de capacité des batteries dans la durée? Ouais. Donc l'ordre d'idée, c'est de l'ordre de 2% par an de dégradation de la capacité, avec quand même une assez forte dégradation la première année et après un peu moins sur le reste. Mais ça dépend beaucoup du cyclage et donc de l'utilisation de la batterie en tant que telle. Il y a la question d'Alain qui a levé la main. Oui, bonjour. Alain Mouquet, je représente le groupement des AMEP et je voulais vous demander quel est le prix plancher des batteries actuellement pour une batterie élémentaire d'1 kWh. Je vais donner quelques ordres économiques un peu après dans les cas types. Donc vous aurez ces éléments. Ensuite, quelle est la technologie des batteries en ce moment, du coup? Alors, je confonds toujours les deux. Je crois que c'est LFP, c'est devenu NMC. Ces batteries-là, et je parlerai des enjeux économiques et des enjeux éthiques, environnementaux à la fin avec quelques alternatives. Mais en tout cas, ce qui se fait le plus sur le marché aujourd'hui, c'est des batteries à base de lithium. Et ces batteries, il y a deux technologies, il y a LFP et NMC. Dedans et je confonds un peu toujours les deux, mais je crois qu'actuellement c'est du NMC qui est le plus installé. On passe à la question écrite. Est-ce qu'Enercop pense se positionner sur l'activité d'agrégation ou y a-t-il des partenaires cohérents avec les valeurs du réseau déjà repérées si ce n'est pas le cas? Ok. Là, moi, je suis responsable de ce qu'on appelle la branche innovation production. On a fait tout ce travail-là d'analyse avec les études détaillées, etc. Et c'est un travail qui est en cours de présentation au CA, qui est en cours de terminer d'une stratégie. Vous pensez bien qu'on est quand même assez, je vais pas dire frileux, mais en tout cas vigilant, notamment sur tous les impacts environnementaux, sociaux que cela pose. Donc là, on marche un peu sur des œufs. Il n'y a rien de déterminé, franchement. Il n'y a pas de stratégie. Il y a pas, bon, en tout cas, c'est sûr qu'on ne va pas y aller à fond. Et c'est est-ce qu'on lance des projets pilotes ou pas? La réflexion est là en tant que développeur de projet. Et sur l'agrégation, à date, il n'est pas prévu que Enercop soit agrégateur de batteries. Il faudrait qu'il y ait un volume très conséquent pour se mettre dessus. Et au vu de ce qu'on pourrait imaginer comme développement de projet, on est bien en dessous de cette partie-là. Et donc, est-ce qu'il existe d'autres agrégateurs? Aujourd'hui, il y a pas mal d'agrégateurs qui agrègent des batteries et des agrégateurs qui sont relativement classiques de ce qu'on a pu rencontrer. Des Gazelle, Axpo, Alpic, Energy Pool ou autres. Et ensuite, il y en a pas mal qui sont rattachés à des grands groupes ou des gros énergéticiens. Et il y en a quelques autres qui sont un peu plus, il y a indépendants, mais en tout cas un peu avec des fonds qui paraissent un petit peu plus propres. Comme ça, je pense à Energy Pool dessus. On peut enchaîner. Quelques usages possibles et cas types. On va regarder des projets, donc c'est des cas types qu'on a étudiés et je le disais en introduction, on a signé pas mal de PPA. Donc les PPA ou CADER, c'est des contrats qui sont long terme d'électricité entre un producteur et ici un fournisseur d'électricité. Et on a notamment un projet là qui fait 10 MW crête au sol et sur lequel on s'est posé la question, c'est un projet qui est en exploitation, d'ajouter ou pas des batteries. Ça a été un cas type pour nous. La deuxième chose, c'est sur des projets qui sont en complément de rémunération, donc des projets qui répondent à l'offre de la Commission de régulation de l'énergie, de la CRE, dessus, avec ici des projets qui sont un peu plus petits dedans, qui sont de l'ordre de 300 kW à 1 MW crête, et sur lesquels on réfléchit sur des tailles de batterie un peu plus petites, donc plutôt de l'ordre de 125 kW, 250 kWh. Troisième cas type, c'est de l'autoconsommation collective. Donc sur un projet en autoconsommation collective de 300 kW, on a pas mal de projets, et notamment Enercop Midi-Pyrénées, qui a développé des projets au sol de 300 kW en autoconsommation collective, et on commence à avoir quelques années de retour d'expérience sur tous ces projets. Et un questionnement sur
l'ajout ou pas de batterie, pourquoi, à quel prix dedans. Et le dernier cas type, c'est sur l'autoconsommation individuelle. Ici, c'est sur un industriel du sud de la France qui a une toiture disponible pour mettre 900 kW crête à peu près. Donc là, on va aussi regarder quel est l'impact de mettre des batteries juste pour ce consommateur. Le premier. Donc le grand projet en PPA, là vous avez le plan d'implantation, en tout cas tel qu'il est, la vue satellite du projet dessus, et on se pose la question d'ajouter des batteries sur un espace qui est à l'entrée du parc ici, qui fait 2,5 pour ajouter 1 ou 2 conteneurs de stockage. Ça ressemblerait plus ou moins à quelque chose comme ça dedans. Et si, chose importante quand même, c'est en fait comment on raccorde ce projet-là. Ici, on a un projet PV qui a déjà son raccordement. C'est un projet de 10 MW crête, mais qui a 8,12 mégas on va dire 8 mégas d'injection possible. Donc, on sait que on peut se mettre sur ce raccordement. Par contre, quand le PV produit à 8 mégas, si on n'arrive pas à augmenter la puissance de ce raccordement, la batterie ne pourra pas injecter en même temps que le PV. A priori, pour l'instant, on voit plutôt avec les pré-spots négatifs un besoin de soutirer au moment où le projet PV est au plus haut. Donc la contrainte ne paraît pas forte, notamment économiquement, mais techniquement, ça veut dire que l'agrégateur il est capable de prédire aussi la veille pour le lendemain, de dire alors à cette heure-là, il y aura plus de puissance disponible en injection, donc ma batterie, il faut qu'elle fasse autre chose. Je peux pas la mettre sur des services système pour faire tout ça. Ça ajoute quand même une belle complexité. On espère pouvoir augmenter cette puissance de raccordement, mais bon, là, on n'a pas l'information d'Enedis pour l'instant. Il faut aller bien plus loin dans le développement du projet pour l'avoir. Et le deuxième aspect, c'est quelle est la puissance de soutirage disponible. Donc, si on est positionné sur des services système, la batterie, et notamment la nuit, elle va venir soutirer du réseau, réinjecter dedans pour stabiliser le réseau. Donc, il y a besoin d'une puissance de soutirage. Et là, on a quelques éléments, quelques outils d'Enedis qui nous permettent, a priori, de dire qu'il y a au moins 2,5 mégas disponibles sur cette ligne-là. Et donc, qui nous rassure sur la faisabilité du projet. Il faut vraiment pas négliger le coût annuel du soutirage. En ordre d'idée, 1 mégawatt de soutirage, l'abonnement, donc le TURP dessus, c'est 14 000 € par mégawatt de soutirage, ce qui fait une charge d'exploitation qui est vraiment pas négligeable sur ces projets-là. En plus des composantes variables donc, qui sont liées à l'énergie dessus. On a travaillé un peu sur l'illustration pour se dire, je ne vous montre pas réellement à quoi ressemble le profil de la batterie, à quel moment elle charge et décharge sur une journée. C'est très très complexe, c'est sur des pas de temps de la minute ou de la quinzaine de minutes avec des stratégies qui sont pas toujours bien compréhensibles. Donc on a vraiment ici vulgarisé les choses. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que on peut très bien mixer sur une même journée de la participation à des services système en début de journée, une recharge une décharge quand le prix spot il est élevé, une recharge en milieu de journée et quand on a du PV dessus et une décharge le soir au prix spot. Ça pour un jour d'été. Et en hiver, on peut aussi se dire si c'est plus rentable de cette manière-là, la batterie, on l'utilise et on la met toujours sur les services système et toute la journée, elle va venir soutirer, injecter, quel que soit ce que fait le photovoltaïque. Donc, il faut vraiment voir sur ces projets deux projets différents en un. Ils sont peut-être raccordés sur le même poste de livraison, mais la batterie est souvent le plus indépendante du photovoltaïque. La seule chose qu'il peut y avoir, c'est justement est-ce qu'il y a des contraintes de raccordement, ce qui fait que les deux peuvent pas injecter en même temps. On a fait faire une étude externe sur ce projet-là, donc pour avoir la modélisation des et c'est le point un peu critique qui est comment on arrive à se projeter sur 10 à 15 ans sur l'évolution du prix spot et des différentes réserves
pour faire son modèle économique. Et là, en tant que développeur de projet d'ENR de base, on change complètement de paradigme. Là, on avait aujourd'hui un tarif fixe garanti par l'État ou par PPA pendant 20 ans avec une ressource qui est le soleil ou l'éolien qui a une volatilité relativement faible. Là, c'est critique, quoi. Cet aspect-là, quelle est la prévision de prix? Et alors ils mettent tous leurs modèles, tout ce qu'ils peuvent pour essayer d'affiner les choses, mais on voit la variabilité de ces modèles-là d'un trimestre sur l'autre qui est très importante dessus. La conclusion qu'on arrive en termes de business plan, c'est que le projet il est viable dessus, sous réserve de prendre du risque. C'est-à-dire que si vous vous souvenez des différents contrats d'agrégation tout à l'heure là, il y avait le tolling où on avait un prix fixe, un revenu fixe de la part de l'agrégateur et on ne prenait pas du tout de risque. Ce projet-là, il n'est pas viable économiquement dessus. Ensuite, de l'autre côté, le moment où on prend tous les risques, a priori sur un scénario de prix médian, on est viable et le projet paraît rentable. On n'est pas non plus sur la rentabilité excessive, loin de là, mais nous on est plutôt dans une démarche aussi de projet pilote, c'est de se dire est-ce qu'on retrouve quand même nos petits ou pas dans un cas comme ça. Et alors excusez-moi s'il y a du vent. Et le dernier, le milieu, c'est un projet qui est tout juste viable et économiquement avec un floor. L'ordre d'idée, c'est 1,5 pour 2,5 MWh. Donc si on revient, et pour donner un ordre de grandeur à, je ne sais plus le prénom et le nom de tout à l'heure, mais on est entre, on va dire, 200 et 300 000 euros par mégawattheure ou euros du kilowattheure dessus, entre 200 et 300 dessus. Et ce qui va jouer, c'est justement est-ce qu'on il y a quand même des effets d'échelle, il y a le fait d'avoir un transformateur ou pas, le fait d'être avec un onduleur hybride en couplage d'essier, donc c'est le même onduleur pour et le coût du raccordement qu'on arrive à avoir. L'avantage de se mettre sur un parc existant, c'est quand même que le coût du raccordement est plus ou moins gratuit ici. Et l'autre chose, c'est que dès qu'on prend de l'énergie qui vient du photovoltaïque, on a une économie de TURP, donc de coût du réseau, sur ce. Ce qu'on peut quand même voir, c'est que on avait différents scénarios de prix. Donc le bureau de conseil fait 3 tendances de prix différentes, bas, moyen, haute, et il y a une variation dans le business plan qui est énorme, quoi. C'est-à-dire que si là, je sais plus, on est à 5-6% de TRI ou quelque chose comme ça. On va être en rentabilité négative sur un scénario bas et on va être sur une rentabilité à 20% sur un scénario haut dessus. Donc on fait un peu dire ce qu'on veut à un business plan de stockage. Deuxième cas type, le complément de rémunération. Donc sur le complément de rémunération, l'idée, c'est on est sur un projet qui est hybride, notamment avec du photovoltaïque dessus. On a moins d'éolien en développement, donc on se pose un peu moins la question, mais les choses doivent être relativement proches de. La première question, c'est, et en tout cas pourquoi souvent on parle de batterie, on parle des prix spot négatifs. Le prix spot négatif, c'est qu'une petite partie du problème. Ici, où c'est en tout cas une petite partie des revenus, et c'est un cas particulier de l'arbitrage. L'arbitrage, c'est décaler de l'énergie d'un prix bas vers un prix haut, et donc le prix spot négatif, c'est un cas particulier d'un prix bas qui est négatif dessus. Mais la batterie, elle va pas du tout servir que à ça, sinon c'est pas viable dedans. Et l'autre chose qui est un peu étrange en premier abord, c'est en fait que en appel d'offres creux, on a une indemnisation pour lorsqu'on coupe notre centrale sur des prix spot négatifs, avec les quelques premières heures qui sont pour nous, où on n'est pas remboursé, mais après ça, l'essentiel, on a un remboursement et qui est à peu près à la hauteur
des pertes qu'on a eues. Donc, ce qu'on s'aperçoit dans tout ça, en fait, c'est que la batterie, à date, avec les règles de la Haut-Creux, a assez peu d'intérêt pour les prix spot négatifs, ne va pas améliorer grandement le projet dessus. Et donc, cette électricité, elle peut énergétiquement partir du PV pour venir remplir les batteries en cas de prix spot négatif. Les règles ont changé récemment et ce qu'il faut, c'est que c'est au niveau du PDL que l'énergie soit à 0 dedans, donc au niveau du réseau. Donc on peut le faire. Dans les règles, c'est bon, sous réserve d'être sur le schéma S9, mais l'intérêt économique est assez faible à date dessus, et en tout cas pas suffisant en tant que tel. Ensuite, on va distinguer en complément de rémunération deux typologies de projets. Et ce qu'on voit, c'est que les projets qui vont être supérieurs à 1 MW crête, ou en tout cas plutôt de l'ordre de 2 mégas, 2 mégas 5 de batterie, comme ce qu'on vient de voir, ça va être des projets qui vont être sur globalement le même modèle économique que les projets en PPA dessus, et que les règles creux amènent pas beaucoup de spécificité. Donc, on a la même conclusion que le précédent. Et par contre, sur les petits projets, il y a un élément actuellement qui est vraiment bloquant sur les projets qui se raccordent en basse tension. C'est que pour aujourd'hui, en basse tension, on a le droit de raccorder des projets jusqu'à 2 MW dedans, et en général, on est autour de 300 kW crête dessus. Sauf que là, le Enedis, ils vont regarder, lorsqu'on met des batteries sur un projet et qu'on a un onduleur stockage et un onduleur photovoltaïque, ils vont faire la somme des deux puissances pour savoir si on est en basse tension ou en haute tension. Donc sur un projet qui était à 250 kVA PV, si on rajoute un 125 kW par exemple de stockage, et ben il va falloir, ils additionnent 250 plus 125, on dépasse les 250 forcément, et on passe en haute tension. Donc ça, c'est assez bloquant en termes de raccordement sur cette typologie de projet dessus. Et le fait donc, forcément, ça nous encourage plutôt à faire du couplage basse tension, du couplage DC dessus, donc à avoir un seul onduleur pour les batteries et le PV. Mais ça ne permet pas d'aller répondre au service système. Et en plus de ça, répondre au service système pour des petites batteries de ce type-là, 250 kVA, c'est compliqué de trouver un agrégateur, ça va coûter un peu plus cher dans tout ça. Donc, en fait, on voit assez peu d'intérêt aujourd'hui sur ces petits projets-là. On n'arrive pas à trouver réellement de modèle économique dessus. Prochain cas type sur l'autoconsommation individuelle. Donc là, on est sur un industriel sur lequel il est possible de mettre 900 kW de photovoltaïque, mais un industriel qui a au final une consommation bien plus faible que ça. On arrive à des taux d'autoproduction, de couverture des besoins qui sont très importants naturellement au vu de la puissance. Et donc, on s'est posé la question de, est-ce que c'est pertinent ou pas de mettre du stockage? En plus, il y avait un dispositif de subvention dessus qui nécessitait le fait d'avoir du stockage pour que le photovoltaïque soit compatible, soit éligible à la subvention. Donc, on a regardé ça et c'est vrai qu'il y a un cas quand même un peu particulier de cette subvention qui vient prendre une part significative de l'investissement. Et donc, en tout cas, le bilan de l'étude est à prendre aussi avec des pincettes par rapport à cette subvention. On a essayé d'extraire les résultats pour se dire sans subvention ce que ça aurait donné, mais on n'en est pas encore totalement au bout. Concrètement, en jaune, là, il y a les toitures, on va installer le PV dessus. Les onduleurs, on peut les mettre sur cette zone-là, par exemple, les onduleurs PV. Et on va chercher un endroit. Et là, la première complexité qu'on avait, c'est comment on implante sur un site industriel comme ça pour trouver une zone où il y a 7 mètres d'espace entre les batteries et tous les autres équipements. Et donc là, c'est arrivé à cet endroit-là, ce qui fait qu'on va quand même tirer pas mal de câbles pour aller se raccorder jusqu'au poste de livraison. Donc il peut y avoir quand même quelques enjeux d'implantation sur vos projets liés à cet espacement qui n'est pas négligeable. Concrètement là-dessus, j'en ai pas encore parlé aujourd'hui, mais l'urbanisme est relativement simple. On est sur une autorisation, donc comme autorisation, on est sur une déclaration préalable, alors que tout à l'heure, donc dès qu'on dépassait les 20 mètres carrés, on est sur un permis de construire, ce qui est
ce qui reste relativement simple quand même. Si on compare les temps de développement d'un projet batterie par rapport à un projet notamment de centrale au sol, on n'est pas du tout sur la même chose. Surtout quand on le fait en même temps, ça ajoute très peu de complexité. Et donc là, on parle d'un capex, donc d'un investissement qui est de l'ordre de 250 000 euros par mégawattheure. On envisage 2 mégawattheures, donc un investissement de l'ordre de 500 000 euros ici. Et un élément que j'ai pas mis dans les précédents là, mais qui est pas négligeable non plus et à bien regarder, qui est la maintenance des batteries. Là, l'ordre d'idée qu'on a en retour de consultation, c'est l'ordre de 3 000 euros par mégawattheure, donc 6 000 euros ici de coûts d'exploitation pour la maintenance préventive et un peu de maintenance non, il n'y a pas le curatif dedans, et la supervision. Ce qu'il faut bien aussi avoir en tête, c'est que si dans la supervision et si dans la maintenance, on demande une astreinte au mainteneur, donc qui surveille et qu'il intervienne les week-ends, parce que les services systèmes, si on n'y répond pas, on peut avoir des pénalités qui sont pas négligeables du tout. On va sur des coûts de maintenance qui sont au final plus élevés sur les plus gros projets que sur les plus petits, lorsque ces petits ne vont pas au service système. Et donc, à quoi sert cette batterie? Elle améliore l'autoconso, l'autoprod. Alors, c'est deux façons d'analyser un peu le même aspect, qui est on vient limiter le surplus de l'électricité, de l'opération, surtout sur un projet comme ça où on est en subvention, on n'est pas éligible aux appels d'offres de la CRE ou à l'obligation d'achat. Donc, on a des tarifs, on est quasi à zéro sur le surplus. Et donc, l'idée, c'est de venir récupérer cette énergie et la décaler un peu plus dans le temps. Donc, à la fois, on a un surplus qui est mieux valorisé et on va aussi, pour le client, le consommateur ici, venir couvrir une part plus importante de ses besoins. Donc, c'est aussi un projet qui a plus d'impact pour lui. Et on vient les décaler d'heures pleines, d'heures creuses à heures pleines, donc sur un tarif qui est un peu plus important. Et alors, on a quelques éléments économiques ici. Ce qui est important de regarder, le PV, il est surdimensionné par rapport aux besoins du projet et c'est ce qui fait que de base, le tarif est assez élevé, malgré un projet qui est dans le sud de la France, donc avec un bon ensoleillement. Par contre, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que l'ajout de batterie venait dans ce cas-là à baisser, à amener baisser le tarif moyen de consommation par le consommateur. Et là, vu que dans un premier cas, on vend à 0 € du mégawattheure le surplus, on a dans ces cas-là, on vend le surplus à 0 € par mégawattheure. Le fait de diminuer ce surplus et de réussir à le valoriser fait quand même qu'on arrive globalement à diminuer le tarif de vente au consommateur, sous réserve d'avoir un stockage qui est relativement bien dimensionné. Donc, notre première hypothèse, là, à 2 mégawattheures, est trop élevée. Et il faut, mais par contre, avec une hypothèse à 1 mégawattheure de batterie, on arrive à améliorer le tarif, donc à dire oui, le fait d'ajouter des batteries a un impact intéressant économiquement et ici aussi énergétiquement pour le projet, parce qu'on passe d'un taux d'autoconsommation, on fait à peu près plus 15% sur le taux d'autoconsommation. Pour ceux qui ont l'habitude de voir des projets en autoconsommation, avoir 46% de taux d'autoconsommation, c'est quand même assez faible. Et on passe d'une autoproduction, d'une couverture des besoins de 52 à 69%. Et ça aussi, c'est exceptionnel sur un projet en autoconsommation de couvrir autant les besoins dessus. Dernier point sur un cas type en autoconsommation active. Et donc là, on a un projet qui est en construction et sur lequel on se posait la question d'ajouter ou pas du stockage. Et c'est quand même un peu plus compliqué en autoconsommation collective. En autoconsommation collective, il y a une première chose, c'est qu'on n'a pas le droit de soutirer du réseau. Là où en autoconsommation individuelle, on aurait pu améliorer encore un peu le modèle économique en soutirant du réseau la nuit pour couvrir une partie du besoin en début de journée dessus. En autoconsommation collective, la batterie est vue comme un consommateur et ne peut soutirer, ne peut remplir ses batteries
quand il y a de la production de PV dedans. Et en plus de ça, ce qu'on voit, c'est que les tarifs heure pleine et heure creuse des consommateurs n'est pas tous le même. Et donc, c'est au final assez compliqué de se dire, ok, la batterie, on la charge à tel moment, on la décharge à tel moment, et c'est là où il y a un intérêt maximum pour le consommateur. Non, ça marche pas comme ça, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place dessus. Là, on est typiquement dans le cas où on a une centrale qui fait 250 kVA, donc soit on se met sur du standalone, on met la batterie raccordée au réseau, mais on n'a pas d'économie sur le raccordement à la fois au moment de l'investissement et sur la durée de vie du projet. Soit on le met en couplage d'essai et là on a un seul onduleur dessus. Le projet est en construction, les onduleurs sont déjà choisis, etc. Donc ça aurait aussi nécessité de modifier le projet qui est existant, la construction pour changer les onduleurs, tout recabler, c'est pas impossible, mais on encourage plutôt à le prévoir en amont. Ça aurait été plus simple. Et en conclusion de ça, on a regardé quel est le surcoût, quel est le tarif complémentaire à faire payer sur l'ensemble de la consommation, de l'autoconsommation dessus. Et l'ordre d'idée, c'est entre plus 17, plus 23 en fonction des cas ici, de la capacité, du raccordement qu'on met en place. Donc, si on avait, je sais pas, un tarif à 100 € du mégawattheure sur toute la consommation, il faut aller jusqu'à 123 € du mégawattheure dessus. Et on pense que avec ce qu'on voit là, des heures pleines, des heures creuses des consommateurs, en tout cas, il n'y aurait pas d'intérêt économique pour eux à le faire dessus. Donc, c'est pas, on fait pas une croix sur les batteries en autoconsommation collective, mais moi, ça me semble aujourd'hui assez compliqué sur ces typologies de projets-là dedans. En synthèse, on a 4 cas différents. On a des projets, les plus gros projets, ils sont viables sous réserve de prendre du risque et d'aller sur des services systèmes dedans. Et il y a quand même des rémunérations assez fortes les premières années et un peu plus faibles à côté. Donc, si on met trop de temps à se lancer, cette viabilité-là risque d'être dégradée. Les projets en autoconsommation individuelle, ça se regarde vraiment, notamment lorsqu'on a un surplus de production qui est important dessus et sur des échelles industrielles. Je ne donne pas forcément mon avis sur l'échelle résidentielle là parce que je ne l'ai pas étudié. Par contre, sur l'autoconsommation collective, à ce jour, on a plus de mal à voir le modèle. Je m'arrête là et je vous écoute s'il y a des questions sur ces différents cas types. Alors, on a une question de Arnaud. Quand on voit les chaleurs, les batteries vont-elles tenir? Est-ce qu'il y a des protections solaires ou du free cooling? Alors, ça dépend un peu des technologies et tout, mais en général, il y a un refroidissement forcé qui est prévu sur ces installations. Il y a des plages de température dans les fiches techniques de temps à temps. C'est des consommations électriques qui sont pas négligeables, mais qui sont normalement dimensionnées pour dessus. Il est toujours possible de mettre une petite couverture, un bac assez haut, un peu en l'air, pour éviter d'avoir l'ensoleillement direct. Mais cet espace d'implantation là de 7 mètres vis-à-vis de tous les équipements fait que en tout cas, ces conteneurs batteries, on les met pas dans un bâtiment, quoi. On les met forcément à l'extérieur et bien ventilés. Ok, merci. Ensuite, une question de Juliette qui pose la question, donc peux-tu redire ce qui permet que les grands projets soient rentables pour les grands projets en PPA? En fait, le fait qu'on soit sur du PPA ou du complément de rémunération, ça change pas grand-chose. Ce qui change, c'est le fait d'aller chercher ces réserves primaires, réserves secondaires, et en ce moment plutôt réserves secondaires dessus, qui est une rémunération complémentaire à l'arbitrage, et on l'a vu dans notre cas, là, c'était 50% des revenus. Donc, c'est vraiment cette brique-là qui est nécessaire, et pour aller chercher cette brique-là, il faut, on va dire, un minima 2 mégas, 2 mégas 5 de batterie et il faut un raccordement où on met un compteur à la sortie du PV, là, donc en raccordement indirect.
Ensuite, j'ai une question de Philippe, justement, du coup. Que fait-on des batteries en fin de vie? Bon, j'imagine qu'on va peut-être en parler dans la prochaine partie. Euh, alors, il y a plusieurs réponses à ça. La première, mais oui, j'en parlerai juste après. Ça sera plus Ouais, simple. ok, très bien. Une autre question d'Arnaud. Hors prix spot, une analyse. Alors, la question est posée un peu rapidement. Je ne sais pas si Arnaud, tu veux la compléter en prenant la parole. Parce que là, moi, j'ai du mal à comprendre. Je ne sais pas si tu as compris, Martin. Alors, je la vois pas, donc j'ai du mal à. Donc, la question, c'est hors prix spot, une analyse. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, parce qu'on a beaucoup parlé de gros projets, ce que je comprends dans l'absolu. Mais sur justement, si on est en dessous, je sais plus la puissance où on rentre dans le côté spot. Qu'est-ce que ça change forcément des choses en termes d'équilibre financier? Et j'ai pas l'impression où j'ai raté quelque chose que tu en aies parlé fortement ou j'ai raté. Voilà. Donc, la question, c'est si on n'est pas au spot, si on n'est pas sur les réserves système, les services système, qu'est-ce qui se passe, c'est ça? Quelle est la rémunération qu'il y a derrière? Bah ouais, c'est le côté sur du citoyen, sur peut-être des petits projets, des petites communes, de trouver un équilibre. On voit bien aujourd'hui que c'est compliqué avec le rachat, comme tu l'as dit, à 1,1 centime d'euro du kilowattheure. Et donc du coup, comment on arrive à gérer cette problématique et le rapport, comme tu l'as dit aussi, le côté entretien de la batterie, la gestion de la batterie, etc. Et hors spot. Et donc du coup, comment on arrive à gérer ce système pour renvoyer au moment pertinent, on va dire, de la commune ou en tout cas des habitants locaux. Je pense que c'est peut-être quelque chose de plus simple que le spot, si je comprends bien, mais tu en as pas parlé. Voilà. En fait, ça dépend comment est valorisée l'électricité de ta centrale. Est-ce que tu es en revente totale dessus? Est-ce que tu es en autoconsommation individuelle? Est-ce que tu es en autoconsommation collective? En tout cas, la batterie, quand tu es en autoconsommation collective ou individuelle, elle va aussi faire de l'arbitrage et de l'arbitrage sur des tarifs heure pleine, heure creuse. C'est ça qui va faire de la valeur. Ou alors, deuxième aspect, se dire de l'énergie que je vendais à 11 euros du mégawattheure et que je vendais, que là, je vais réussir à valoriser à 80, 90, 100, 120 en fonction du prix que vous vendez localement, quoi, dessus. Mais ce qu'il faut voir dessus, c'est que ça, c'est donc la notion de spread entre heure pleine et heure creuse, et que ce spread, de manière générale, il est plus faible que le spread spot dessus, et que le spread spot à date n'est pas suffisant pour rentabiliser une batterie. Donc, on a du mal à voir sur ces projets-là une rentabilité, une viabilité dessus en autoconsommation collective. En autoconsommation individuelle, c'est un peu différent parce qu'il y a aussi cette économie de turp complémentaire. Est-ce que j'ai été assez clair ou... Ouais, tu as été clair et c'est un peu la diapo que tu avais mis sur le côté ACC avec une batterie. Bah, pour l'instant, on voit pas l'équilibre, quoi. C'est ça. Ok. J'aurais aimé une autre conclusion, mais voilà où on en est. Moi aussi, mais ok, merci. Alors, l'indemnisation des prix négatifs est-il remis en cause si on installe des batteries? Donc là, on est dans un cas d'un appel d'offres de la Creux, par exemple, j'imagine, ou de l'appel d'offres simplifié. Et aujourd'hui, il y a les règles qui permettent. En fait, il faut que, si je reviens ici, tant que le E égale à 0, là, donc l'injection au niveau du réseau sur des heures à prix spot négatif dessus, la prime est applicable et la batterie et le solaire, la centrale récupère la prime, et s'il y a des batteries, elle peut venir charger les batteries. Comme ça paraît intéressant, mais en fait, la batterie, s'il n'y avait pas eu de production, elle aurait elle pourrait soutirer de l'énergie du réseau à un prix négatif. Donc, on lui paierait de l'énergie pour qu'elle vienne soutirer. Alors que là, a priori, elle va avoir un prix à 0 auprès de la centrale. Et donc, ça améliore pas, en tout cas, le modèle économique de la batterie. Et
Pour un projet en ACI, y a-t-il des contraintes sur des sites classifiés ICPE, notamment en termes d'incendie et assurance? J'en ai pas parlé là. Les batteries, elles sont ICPE, elles sont soumises à déclaration ICPE au-dessus de 600 kW dedans. Et après, c'est une analyse à faire au cas par cas quand le site est déjà ICPE, de est-ce que ça va venir aggraver ou pas l'ICPE en cours. Notre rapide analyse sur le projet industriel qui est un site à ICPE, c'est que l'impact est faible ou négligeable dessus. Mais on est au tout début du projet et on n'a pas fait une analyse très poussée. Donc, en tout cas, c'est un point de vigilance. Et l'aspect déclaration ICPE au-dessus de 600 kW est quand même très simple à faire. Ok. Est-ce qu'il y a des surcoûts de l'assurance avec les batteries? Alors surcoût, il y a une assurance dessus et alors j'ai fait une consultation d'un courtier en assurance dessus et ces prix sont pas négligeables. Maintenant oui, il y a un surcoût par rapport à une installation PV classique parce qu'on rajoute des équipements. On avait une dernière commentaire plutôt que question. Les contraintes réglementaires semblent très compliquées. Est-ce délibéré? Bon, voilà. Je sais pas si tu peux réagir à ça, mais Je sais pas si je dirais qu'elles sont très compliquées. Elles sont ce qu'elles sont. On a un terrain de jeu et il faut s'y adapter. Et on peut toujours faire du plaidoyer pour essayer de faire changer les règles, mais en tout cas c'est pas notre priorité sur des plaidoyers aujourd'hui sur du stockage batterie. Quelques aspects qui pourraient soulager, c'est de pouvoir soutirer du réseau en autoconsommation collective à des moments où ça produit pas, mais en même temps c'est pas trop l'idée de l'autoconsommation collective normalement, quoi. Donc je comprends pourquoi il y a cette contrainte là. Et ensuite sur le reste des règles, je les comprends globalement, donc je dirais pas forcément. Voilà, c'est juste que ça paraît complexe à prime abord, mais en fait, voilà, c'est relativement clair quand même. ok. Et encore une question. Donc les batteries ICPE, c'est plus grand que 600 kW, pour des puissances plus importantes que 600 kW. Tout ça indépendamment de l'énergie stockable? C'est ça. C'est pas la capacité, c'est la puissance qui est déterminant dans la réglementation. Eh ben, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir passer à la partie suivante. Entendu. Tac, tac, tac. Et je vais amener quelques éléments sur les enjeux socio-environnementaux. On a identifié 3 enjeux principaux, des enjeux sur les déchets, notamment la circularité. La question a été posée à la fin tout à l'heure en fin de vie, que deviennent les batteries. J'ai pas toutes les réponses. En tout cas, les quelques éléments que je peux apporter, c'est que ça dépend des technologies entre NMC et LFP. L'ancienne technologie, alors si je me trompe pas, c'est LFP. À date plus facilement recyclable. J'ai pas les chiffres, mais je crois qu'on est à plus de 90% que l'actuelle technologie. Par contre, ce qu'on n'arrive pas à voir, c'est est-ce que c'est parce que en fait il y a très peu de batteries de cette nouvelle technologie, nouvelle qui a quelques années quand même, mais qui arrive en fin de vie, et donc la filière est pas encore en place. Et parce que c'est réellement cette technologie en elle-même qui est plus compliquée à recycler. En tout cas, c'est pas un enjeu sur ces déchets qu'on met prioritaire. Et l'enjeu plus prioritaire, il est plutôt le deuxième, qui est les minerais, l'extraction de ressources, de lithium, de cobalt, notamment en Asie, mais pas que. Le cobalt, il y a la République démocratique du Congo aussi, avec des enjeux de plan humain là sur 2 zones à l'est de la RDC qui est assez critique, à la fois sur le plan humain et sur le plan environnemental. Et ce qu'on voit quand même de tout ça, c'est de transparence, il y a très peu de labels mis en place dans tout ça, donc on a du mal à avoir des vrais des données, des choses objectives sur tous ces aspects-là. Maintenant, on n'a pas fait non plus une thèse sur le sujet, hein, donc peut-être qu'il y a des éléments à pousser. En tout cas, nous, c'est un enjeu qu'on identifie bien ici et sur lesquels on s'est dit qu'on allait pousser un peu plus sur l'enjeu des ressources critiques de manière générale. Troisième aspect identifié, c'est un effet rebond, un effet délétère sur la sobriété, sur la flexibilité de consommation et de production.
Donc c'est de se dire, en fait, est-ce que le fait de rajouter de la batterie dans une opération d'autoconsommation collective, par exemple, va faire que les consommateurs vont moins avoir tendance à faire de la flexibilité de consommation, décaler leur consommation ou pas. Donc ça, je pense qu'il y a pas mal de cas par cas, il y a pas mal de pédagogie à amener, mais en tout cas, c'est un risque qui est identifié. Et ensuite, il y a des aspects au-delà d'enjeux qu'on a appelé des craintes, qui est, nous, Enercop, on a 60 et quelques milliers de sociétaires. Ces sociétaires, ils ont mis des parts dans Enercop et dans les coopératives locales, donc les Enercop locales, parce qu'on n'est pas un fournisseur d'énergie classique, on n'est pas un producteur d'énergie classique, on est sous forme coopérative, on a plein d'aspects qui nous différencient. Si là, on commence à dire, on fait comme n'importe quel développeur et on se met dans la batterie parce que, je ne sais pas trop d'ailleurs pourquoi, et parce que, voilà. Non, ça, on a en fait directement, notamment un comité éthique en interne qui nous a fait remonter que non, ils venaient chez nous pour d'autres raisons et on est tous d'accord avec ça. Donc c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui nous différencie sur ces projets, pourquoi on a envie d'y aller, si on a envie d'y aller, etc. Dessus et de pas juste suivre une activité industrielle en cours, quoi, sans se poser les questions. La vision, et là c'est la vision, on va dire, des salariés qui ont travaillé sur ce sujet et qui a été remontée au CA, pas critiquée à ma connaissance, c'est de dire, en fait, c'est une brique qui est indispensable à l'intégration des ENR dans le mix énergétique français. On l'a vu tout à l'heure, elle n'est pas, c'est pas la seule, c'en est une, avec la flexibilité de consommation, etc. Dedans, il faut la prendre pour ce qu'elle est, dedans, que l'impact il existe, et notamment sur l'extraction des matières premières dedans, et que nous on va essayer de faire tout notre possible pour déjà améliorer la transparence et essayer de comprendre s'il y a des zones qui sont moins critiques que d'autres vis-à-vis de l'aspect environnemental et humain dessus. Mais que en parallèle de ça, la batterie aujourd'hui, elle permet d'éviter d'avoir des centrales à gaz qui répondent à cette flexibilité du réseau, notamment sur les services systèmes ou même sur l'arbitrage du décalage d'énergie d'une partie de la journée à une autre. Donc il y a en fait un transfert d'un impact carbone à un impact matière, ressources, et les deux c'est un peu difficile quand même à comparer. Et donc, je trouve que la question en fait que nous on s'est posée et que je vous invite à vous poser, c'est il y a deux choix, quoi. Soit et c'est notre raison d'être, on garde un discours pro ENR dessus, de développer les ENR. On sait que ce développement va impliquer la mise en place de stockage. Et suite à ça, il y a deux choix. Soit on se dit, en fait, c'est pas pour nous. Et aujourd'hui, c'est des développeurs privés, des entreprises privées relativement classiques, avec très peu d'appropriation citoyenne des enjeux, très peu de vigilance sur l'origine des batteries, sur des enjeux de souveraineté ou autres, qui arrivent, et ils vont le faire. En fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de la démarche citoyenne pour répondre à l'objectif de volume de stockage à l'échelle nationale. Il n'est pas là. Soit on se dit, en fait, c'est aussi une technologie qu'on a envie de s'approprier pour des raisons techniques et économiques, mais aussi parce que ça participe à cette transition énergétique et qu'on a besoin, comme dans les ENR, de montrer qu'on peut faire différemment. On peut amener un peu plus de sensibilisation locale sur la flexibilité, on peut limiter l'effet rebond et on peut essayer autant que possible de ne pas jouer que sur l'argent et d'essayer de voir s'il n'y a pas des alternatives qui existent. Et ces alternatives, on en a identifié quelques-unes dedans. Les modèles économiques que je vous ai montrés tout à l'heure sont avec les batteries lithium classiques chinoises dessus. Et là, il y a 4 alternatives qui sont identifiées, qu'on a plus ou moins poussées, donc plus ou moins avec des données chiffrées d'investissement. Il y a des batteries, l'utilisation de batteries de seconde vie. Donc, il y a quelques aujourd'hui qui se mettent dessus, notamment Colvert, avec un schéma qui est un peu différent, qui est un schéma de location de batterie et pas un schéma de vente de la batterie. Je crois qu'ils proposent un peu les deux, mais en tout cas, ils garantissent plutôt une capacité de. Le deuxième, c'est des rebuts de l'industrie automobile, donc sur l'industrie automobile électrique. Parfois, ils ont trop de batteries en fin
en fin de ligne, quoi. Et Cirea récupère ces batteries, notamment de Mercedes, il me semble, pour les mettre en rack. C'est des batteries neuves dessus. Voilà. Et une technologie qui arrive assez forte là, qui est la batterie au sodium. On a vu, et notamment des acteurs comme Moonwatt qui ont des offres quasi sur étagère maintenant, avec une augmentation de l'ordre de 15% de capex dessus. C'est un peu moins intense énergétiquement, donc ça prend un peu plus de surface. Et en termes de performance, par contre, de rendement, etc., ça c'est assez proche. Ça semble moins critique en termes de sécurité dessus, parce que moins dense énergétiquement. Et il reste des ressources critiques quand même dedans, mais le sodium est moins critique que le lithium en termes de ressources, c'est plus disponible et mieux réparti sur la planète. Et le dernier aspect, c'est de venir essayer d'avoir une partie, donc de toute façon les cellules là dans le dernier aspect sont faites en Chine, et même le sodium, je ne sais pas si on arrivera à avoir une production de cellules, vraiment l'élément de base des batteries en Europe. Mais est-ce qu'on peut pas venir faire une partie de l'assemblage en France ou en Europe dedans? Et c'est ce que Entech, et avec un choix de matériel SMA Transfomatilec là dessus, on peut venir se dire, on amène quand même un peu plus d'intérêt, de valeur économique sur notre territoire en intégrant une partie de l'assemblage, une partie des équipements. Ça ne fera pas tout, mais c'est déjà ça. Voilà, je pense que je vais directement faire la synthèse et on prendra les questions après. Donc il y a pas mal de cas types qui ont été étudiés, les multimégawatts avec des réserves, ce qui devrait être viable, mais ça nécessite de vouloir aller sur des services systèmes de son, qui est nécessaire pour la stabilité du réseau. C'est pas un gros mot, c'est dedans, mais c'est quand même un autre métier, et l'appropriation du sujet est pas négligeable. Le complément de rémunération, on se retrouve sur des projets de taille assez importante sur plutôt le premier cas, et sur des projets de taille petite qu'un méga, avec une rentabilité qui est quand même complexe. Et à date, les règles de la Haut-Creuse ne changent pas grand-chose sur le modèle économique, ne soutiennent pas forcément ça. Ou alors les règles sont pas encore assez critiques sur les prix spot négatifs, notamment pour montrer le besoin d'avoir des batteries. Sur la CC, en fait, si on veut rester à rentabilité équivalente pour l'investisseur, le producteur, il faut faire reposer au consommateur un surcoût de tarif qui devrait être peu attractif dedans. On ne fait pas une croix dessus, mais c'est à étudier quand même pour des cas très spécifiques, notamment de taux d'autoconsommation faible ici. Très faible. Et sur l'autoconsommation individuelle, là, on voit plus de modèles dedans. Après, nous, on fait pas beaucoup d'autoconsommation individuelle en tiers investissement dessus. Donc, on va voir si on le pousse ou pas. Mais voilà, en tout cas, d'un point de vue économique, ça nous paraît avoir plus de pertinence de consommation collective, même si de base, on est plutôt sur une logique de partage de moyens de production, de moyens de flexibilité, plutôt qu'une réflexion à l'échelle individuelle. J'apporte quand même un point de vigilance sur le fait que le développement, l'exploitation de projets de stockage, c'est un métier, ou plus globalement vraiment une compétence en soi, et que il faut pas prendre ça à la légère, quoi. C'est le coût d'entrée en termes de temps, en termes de compétences, surtout quand on veut estimer des revenus sur 15 ans sur un projet qui est exposé à des marchés. Sur les projets de petite taille et qui sont aussi sur les marchés, attention à réussir à trouver un agrégateur qui s'intéresse dedans. Il y a le point sur les prix spot négatifs, et je pense qu'à chaque fois que je demande à des gens pourquoi ils veulent mettre des batteries, c'est il y a des prix spot négatifs. C'est pas si simple. Sur des projets en appel d'offres, on est relativement bien rémunéré à ce jour. Et en fait, quand il y a des prix spot négatifs, le solaire ou l'éolien ne vaut rien, quoi. Et donc, si on peut soutirer du réseau de l'énergie, si on a le droit, et ça sera
elle coûtera peut-être moins cher que de prendre une énergie à zéro issue du photovoltaïque ou de l'éolien. Dernier point, c'est l'aspect éthique. Nous, voilà, là c'est une première phase de travail. On a besoin d'aller encore un peu plus loin sur notamment l'enjeu des ressources. On n'arrive pas toujours à être bien satisfait des données qu'on arrive à avoir pour essayer de voir si on peut se rassurer sur minimisation des impacts environnementaux et sociaux. Je crois que je suis à la fin. Et donc, je peux prendre vos questions de manière générale sur le document. Ou peut-être commencer sur l'aspect environnementaux, sociaux et après de manière générale. Ok. Eh ben, on fait comme ça. Je reprends les questions dans l'ordre. Première question de Souleymane. Je crois qu'on en a déjà répondu en fait. Qu'en est-il de la récupération des batteries des véhicules électriques pour faire du stockage? Donc ça, c'était une des solutions que tu avais présentées. C'est ça. Ensuite, question de Benjamin. À voir si on parle ensuite, mais l'ADEME a publié une étude intéressante sur les impacts environnementaux de l'autoconsommation avec et sans batterie sous forme ACV, ce qui permet un certain comparatif CO2 vs extraction des minerais. Plus une remarque finalement. Elle est assez intéressante cette étude. Donc on est sur, elle regarde, je crois, pour un consommateur individuel et un consommateur, un petit pro dessus. Elle montre en effet ce transfert, et je crois que le mot vient du rapport, d'impact, d'un impact CO2 vers un impact de ressources dessus. Et c'est quand même difficile de comparer l'ensemble. Et ensuite, il y a une comparaison PV avec stockage, et il y a aussi, je crois, avec du stockage piloté intelligent dans l'étude. Ok, ensuite on a un partage d'articles. Ensuite, la chaleur émise pourrait-elle être récupérée, voire stockée? En théorie, oui, je pense que tout est possible, mais en pratique, j'ai du mal à voir techniquement et économiquement comment le faire, quoi. La récupération de chaleur fatale on n'est pas sur des gros projets, quoi. On parle d'un conteneur qui va émettre un peu de batterie, mais un peu de chaleur, mais en tout cas, j'imagine pas sur les projets que je veux mettre en place. Et ensuite, avez-vous prospecté la technologie VOSS ou volant à inertie sans lithium, du coup? Okay. Là, le cadre de ce travail-là, c'est vraiment un cadre de travail sur la batterie. Et comme je disais, c'est dans un cadre de travail plus large pour travailler sur la consommation et la production. On s'est focalisé pour l'instant sur les batteries. On n'a pas travaillé les autres modes de stockage, et notamment celui-là, mais on peut aussi parler de stockage thermique, de petites steps dessus, de quelques mégawattheures qui existent dedans. C'est dans la feuille de route, mais un peu plus loin. Ok. Quid de l'alternative batterie Redox? Je peux pas dire grand-chose dessus. Ok. Qu'en est-il des risques pour les populations qui habitent à proximité des sites de batterie? Est-ce qu'il y a des risques de pollution, de fuite de produits nocifs vers l'environnement, dans les sols, dans l'eau, dans l'air? Voilà. Quel danger pour les fumées toxiques si un incendie? Au-dessus de 600 kg, on est à ICPE. Après, il y a plein de normes qui existent, et notamment pour l'extinction de tout ça, un certain nombre d'alarmes qui permettent de réduire le risque dans tout ça. Et après, sur l'incendie, j'ai pas fait de grosses analyses dessus. Je sais qu'il y en a eu un sur un projet développé par Amerenco, qui est un projet qui faisait plus de 50 mégawatts. Et il y a eu quelques conteneurs qui sont partis en fumée. Je sais pas jusqu'à quel point. Donc j'ai pas la réponse formelle à ça. On voit pas à ce jour d'enjeu critique, sauf sur le fait de bien prévenir et vérifier toute la mise en sécurité ou en tout cas la réduction du risque. Mais si vous voulez aller voir, voilà, il y a ce projet d'Amerenco sur lequel vous pourrez peut-être trouver de la donnée. Très bien, merci. Je crois qu'on arrive au bout des questions. En tout cas, merci beaucoup. C'était
C'était bien riche. Pour tous ceux qui veulent revoir, il a été enregistré. Donc, vous pourrez voir et revoir pour continuer d'apprendre des choses sur les batteries. Et puis, merci à tous d'avoir participé. Les prochains ateliers sont à 15h, pareil en visio. Et merci encore, Martin. Et de rien. Merci. Merci à tous. Au revoir, bonne journée. Au revoir.